Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre masterclass. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle session d'une série de masterclass organisée par l'Université du Tunis Carthage UTC en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal UQAM. Je vais me présenter brièvement pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, Soumaya Mersni, je suis docteur en marketing, enseignante universitaire au sein de l'UTC et également conseillère académique pour le programme Executive MBA. C'est un plaisir d'ouvrir cette session et de vous accueillir aussi nombreux, chère audience. Aussi, je tiens à remercier particulièrement professeur Zied Guedri pour sa présence et pour avoir accepté de partager avec nous son expertise sur une thématique très importante et essentielle, le leadership et la gouvernance d'entreprise. Bonsoir, professeur. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous. Présence. Merci beaucoup. Cette session fait partie d'une série de masterclass dédiées à notre Executive MBA. Comme vous le savez, une première session a été déjà organisée récemment avec professeur Michel Langlois, que je salue chaleureusement. Une deuxième aujourd'hui avec professeur Zied Guedri. Et prochainement, il y aura d'autres sessions. Et nous ne manquerons pas de vous transmettre, comme d'habitude, tous les détails par nos canaux habituels. Alors, en quoi consiste cet Executive MBA que nous proposons? Donc, c'est un programme de haut niveau qui est conçu pour les professionnels en activité. Donc, si vous souhaitez accélérer votre évolution professionnelle, accéder à des postes de direction ou à des fonctions de haute responsabilité dans votre organisation ou bien dans de nouveaux environnements professionnels. Aussi, si vous cherchez à changer de cap ou bien de secteur, soit à l'échelle locale ou à l'échelle internationale, si vous êtes intéressé par l'expertise des enseignants experts du LUCAM, je tiens à vous informer que dans ce programme-là, 70% des enseignants sont des professeurs de l'UQAM, experts dans leur domaine respectif et qui viennent donner leurs cours directement à l'UTC. Si aussi vous cherchez à mieux gérer votre entreprise ou bien vous cherchez à en créer une nouvelle, donc ce programme est pour vous. C'est un programme polyvalent qui ne se limite pas à une seule discipline, genre un executive MBA en finance, en RH ou bien en marketing. Non. Donc, ce programme va vous permettre d'explorer l'ensemble des disciplines clés dans le monde des affaires. Et à ce moment-là, vous allez étudier plusieurs modules complémentaires et du coup, vous allez approfondir vos connaissances, acquérir de nouvelles compétences et même changer votre vision du monde des affaires. Et vous allez voir qu'à la fin de ce programme-là, vous allez développer, on va dire, une toute nouvelle approche stratégique globale qui est adaptée aux enjeux actuels. Cette session s'inscrit dans le cadre d'un Executive MBA, un programme qui se déroule sur 22 mois en présentiel sur notre campus à Tunis UTC, avec des cours organisés sur 2 week-ends consécutifs toutes les 6 semaines afin de concilier au mieux vos engagements professionnels et personnels. Donc, aussi ce programme mène à l'obtention d'un diplôme 100% canadien et doublement accrédité par AMBA et BGA, 2 accréditations internationales de référence dans le monde des MBA. Et je vous invite même à vous renseigner sur ces 2 accréditations, AMBA et BGA, afin de pouvoir mesurer la valeur et la reconnaissance du programme auquel vous apprêtez à postuler. Et vous allez voir qu'il s'agit d'un programme de tout premier plan. Chère audience, je vous invite aussi à prendre rendez-vous avec notre bureau d'admission afin de discuter en détail toutes les informations sur les conditions d'admission, les modalités d'inscription, aussi les modes de financement.
et toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'accueillir notre cher professeur Guedri, Ziad Guedri de l'UQAM, qui animera cette session et il va vous donner, on va dire, un aperçu sur l'approche pédagogique canadienne centrée sur action, stratégie et impact. Aussi, vous allez voir un aperçu sur l'expérience pédagogique qui vous attend dans nos classes. Donc, professeur, c'est toujours un plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci d'être là. Merci pour cette belle opportunité et surtout merci pour la thématique que vous avez choisie. Franchement, un sujet très important, une thématique essentielle, on va dire, pour les dirigeants et pour les personnes qui souhaitent, on va dire, créer leur propre entreprise. Donc, professeur Ziad Guedri de l'UQAM, il est reconnu pour sa carrière académique exceptionnelle. Aussi, c'est un expert reconnu dans son domaine, dans la stratégie d'entreprise, la gouvernance et la responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, il va partager avec nous son expertise sur cette thématique aussi importante. Merci beaucoup, Madame Mersney. Merci à vous. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette masterclass sur le thème des enjeux stratégique de la gouvernance d'entreprise. Alors, je ne vais pas juste faire un cours magistral sur ces thèmes, mais je vais aussi essayer de vous donner envie d'intégrer le programme. Je vais vous donner une idée sur l'approche pédagogique qu'on utilise, qui est très spécifique au programme MBA et qu'on va utiliser dans ce programme-là. D'accord? Donc, je vais commencer très rapidement. Je prendrai 2 minutes maximum. Madame Mersney, vous voulez dire quelque chose? Donc, juste avant de vous donner la parole, chère audience, si vous avez des questions, donc veuillez noter vos questions dans la partie chat et professeur Guedri va répondre à toutes vos interrogations. Donc, soyez à l'aise, posez toutes les questions que vous avez en tête et moi, je répondrai à ces questions au fur et à mesure. D'accord? Au fur et à mesure. Je vois toutes les questions sur le chat à droite. Donc, n'hésitez pas à écrire, à poser vos questions et je vais y répondre. Donc, je vais commencer vraiment, je ne prendrai pas plus que 2 minutes pour me présenter et après, on va commencer. D'accord? Donc, moi, je m'appelle Ziad Guedri, j'ai eu mon doctorat à l'Université Concordia et ma maîtrise aussi. J'ai fait ma maîtrise. Je suis tunisien, hein, donc comme ça, j'ai oublié de le dire. Donc, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à l'Université Concordia. C'est une des 2 universités anglophones à Montréal. Et après avoir terminé mon doctorat en stratégie, j'ai intégré une grande école en France, qui est EM Lyon, école de management de Lyon, dans laquelle je suis resté de 2004 jusqu'à mai 2019. Et en 2019, je suis revenu au Canada et je suis depuis donc professeur de stratégie et de gouvernance au département stratégie et RSE. D'accord? Donc je suis à l'UQAM depuis bientôt 6 ans. Mes intérêts de recherche, d'expertise et d'enseignement sont dans la stratégie et la gouvernance. Quand je dis stratégie, je travaille sur les fusions et acquisitions, sur les alliances, sur la stratégie d'internationalisation, de diversification et de recentrage, l'analyse des industries, comment analyser et comprendre les règles du jeu dans une industrie, et la gouvernance des entreprises. C'est le thème que je vais aborder aujourd'hui, que je vais lier à la stratégie, et principalement dans les entreprises familiales. Je vais en parler tout à l'heure. Ce sont des entreprises qui ont besoin de gouvernance bien spécifique. D'accord? En termes d'enseignement, j'interviens dans le programme de MBA et de maîtrise, de master. Principalement, je serai là l'année prochaine pour enseigner à Tunis, pour enseigner le cours Direction générale, simulation en gestion. Ce sera la base de notre discussion aujourd'hui. Stratégie d'entreprise et concurrence, les enjeux stratégiques et la gouvernance, le lien, et administration, fondement théorique et historique. Alors, administration ici, c'est un anglicisme, c'est
Au Québec, on aime bien utiliser des mots anglophones comme MBA, Master in Business Administration. Ici, c'est le même sens, c'est gestion. Sciences de la gestion, fondements théoriques et historiques. Donc, pour commencer, ce cours de direction générale, comme son nom l'indique, c'est un cours dans lequel l'étudiant est mis dans la position du président directeur général de l'entreprise, CEO, du début jusqu'à la fin du cours. Et il est exposé en utilisant un logiciel, une simulation, à tout ce que le président, le CEO, fait. En d'autres termes, c'est une pédagogie basée sur une simulation dans laquelle les étudiants créent leur entreprise et ces entreprises sont en compétition dans une industrie et ces étudiants-là donc doivent définir leur stratégie, la mettre en œuvre, la réviser, analyser la concurrence et prendre des centaines, quand je dis des centaines, de décisions différentes pour créer de la valeur. D'accord? Donc, le premier élément le plus important, c'est apprendre en vous mettant dans le cadre d'un CEO, dans la position d'un CEO. Ok? Et quand mes étudiants commencent ce jeu, la première chose que je leur demande, c'est prendre une page blanche et définissez la stratégie de votre entreprise. Quelle est la stratégie de votre entreprise? Et le point de départ, c'est quel est l'objectif de votre entreprise? Quelle est la mission que votre entreprise doit aborder? D'accord? Et une fois ils ont défini leur stratégie, là, ils vont se mettre à préparer ce qu'on appelle des tableaux de bord sur Excel pour suivre tous les paramètres de leur entreprise. Je sais, là, je commence par la fin du cours, mais dans ce slide, vous voyez au début, ils doivent identifier ce qu'on appelle les symptômes de la performance de leur entreprise. Comment va leur entreprise? Est-ce qu'elle va bien ou pas? En termes financiers. Et là, ils vont identifier des ratios de performance, des ratios financiers. Ils vont les calculer, comme le rendement sur les capitaux propres, le rendement sur les actifs, le cours de l'action de leur entreprise, les marges par segment. Ils doivent apprendre à les identifier et à les calculer et à les interpréter. Ceci va nous donner une idée générale sur comment va l'entreprise. C'est comme si une personne va voir le médecin. Le médecin, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer la température, par exemple, ou la tension artérielle. La température ou la tension artérielle est un symptôme. C'est pas la maladie. La maladie, elle se manifeste par de la température ou par de la tension artérielle. Mais dès le début, d'une manière générale, on calcule ces ratios pour voir si on a une entreprise qui est malade, entre guillemets, ou pas, en bonne santé. Ok? Une fois on a identifié la performance générale, là, on va analyser les différentes fonctions de l'entreprise, le positionnement de l'entreprise, la production, comment elle se fait la production, le marketing, la finance, fonction par fonction. Par exemple, pour la finance, on va regarder le niveau d'endettement de l'entreprise, les cash flows de l'entreprise, les dividendes qui sont versés par l'entreprise. Dans le marketing, on va regarder le prix, la publicité, les vendeurs. Dans la production, on va regarder la productivité en matières premières, en main-d'œuvre, la capacité de production, l'emballage, etc. Les salaires. Et le positionnement stratégique, on va regarder quels sont les segments visés et quelle est la stratégie générique. Est-ce qu'on fait du low cost ou de la différenciation, par exemple. Ok? Une fois on a fait toutes ces analyses, là après, on prend des décisions pour améliorer la performance de l'entreprise. Bien sûr, sur la base de ce qu'on a trouvé ici. Ok? Alors, en général, mes étudiants vont aller directement à ce schéma et vont essayer de le mettre en place. Mais il y a une étape très importante qui est préalable et qui est liée
à la performance, aux objectifs de l'entreprise. Par exemple, ici, quand on parle de cours de l'action, retour sur les capitaux propres, retour sur les actifs, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes objectifs. Pour une raison très simple, c'est que les actionnaires de ces entreprises peuvent être différents. On peut avoir, et là je vais aller dans mon slide suivant, les entreprises qui ont des actionnaires qui sont différents, et ces actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Donc, l'idée qu'il existe une stratégie inconnue et qu'on va trouver une stratégie idéale ou type qu'on doit trouver et qui est applicable à toutes les entreprises, c'est un mythe, ça n'existe pas. Chaque entreprise doit trouver sa propre stratégie, et cette stratégie, elle va dépendre du profil des actionnaires qui sont les propriétaires de cette entreprise. D'accord? Alors, ce qui distingue ces actionnaires, c'est que peuvent avoir des horizons d'investissement différents, et ils peuvent avoir une aversion au risque différente. Ce qui va faire en sorte que l'objectif de performance de leur entreprise va être différent. D'accord? Alors, je vais m'expliquer. Là, par exemple, dans ce graphique, vous avez tous les types d'investisseurs possibles, tous les types d'actionnaires dans une entreprise. Donc, si je schématise et simplifie, imaginons que nous, on veut créer une entreprise qui fabrique des ordinateurs. D'accord? Par exemple. Alors, pour lancer cette entreprise, on a besoin de $1 million. D'accord? $1 million pour commencer l'entreprise. Alors, ces $1 million, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va prendre 50%, on va aller à la banque avec un business plan, un plan d'affaires, et on va emprunter $500 000. Et les $500 000 qui restent, on va aller les chercher chez les actionnaires. D'accord? Alors, ces actionnaires peuvent être moi, le fondateur de l'entreprise, peuvent être mes parents, mais peuvent être des fonds d'investissement, des hedge funds, des private equity, etc. Et là, on va collecter $500 000 qui va représenter le capital social de l'entreprise, et on va commencer à travailler. D'accord? Maintenant, ces actionnaires qui nous ont donné leur argent et qui, en plus, ont pris un risque, parce que si l'entreprise fait faillite, l'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise, il va disparaître. Ils n'auront plus cet argent-là. Donc, ces actionnaires-là qui mettent de l'argent et qui prennent un risque doivent être rémunérés. Et cette rémunération va être faite par l'accroissement du cours de l'action. Donc, eux, si par exemple, ils ont acheté à $10 et ils vendent à $15, ils vont faire une plus-value. Et la distribution des dividendes, qui est une distribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise. D'accord? Maintenant, pour définir justement cet objectif de performance et pour déterminer le risque que l'entreprise va prendre, parce que le risque, quand l'entreprise va commencer ses opérations, elle va prendre cette entreprise va prendre des risques opérationnels, donc business risk, et des risques financiers. Et ce niveau de risque peut être faible ou très élevé. Et les actionnaires de l'entreprise n'ont pas la même aversion au risque. Il y a des actionnaires qui acceptent beaucoup de risques, je vais les définir, et d'autres qui sont averses au risque, qui n'aiment pas le risque. Et donc, la stratégie qu'on va mettre en place doit être adéquate, compatible avec le type d'actionnaire dans notre entreprise. Donc, c'est du sur-mesure. La stratégie qu'on va mettre en place et le niveau de risque qui en découle va être fait sur mesure sur le type et le profil des actionnaires de notre entreprise. Ça n'a pas de sens de faire une stratégie très risquée dans une entreprise familiale. Je vais l'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et ça n'a pas de sens
de faire une stratégie d'entreprise vraiment pas risquée dans une entreprise qui est contrôlée par des fonds d'investissement ou des hedge funds qui veulent avoir un rendement très élevé. Vous voyez? Donc le premier point le plus important pour moi, le premier vraiment takeaway de cette présentation, c'est que la stratégie, elle est faite sur mesure. Et elle doit être compatible avec le profil, et en particulier le niveau de risque qui est accepté par les actionnaires et leur horizon temporel. Il n'y a pas une stratégie idéale que tout le monde doit trouver et qui va l'appliquer. C'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. D'accord? Est-ce que cette idée est claire pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Non, pour le moment. Non? Parfait. Donc, on va aller un peu plus dans le détail. Alors, les actionnaires peuvent avoir des horizons d'investissement différents. Et ça va impacter le type de stratégie qu'on va faire dans notre entreprise. D'accord? Alors, c'est quoi l'horizon d'investissement? C'est la durée de détention des actions de l'entreprise par l'actionnaire. Un actionnaire type, quand il achète les actions de l'entreprise, de notre entreprise, est-ce qu'il veut rester actionnaire 6 mois, 1 an, 5 ans ou 30 ans? Cette durée d'investissement est très importante. Pourquoi? Parce que un investisseur, par exemple, qui a un horizon temporel court, va pousser vers des stratégies qui vont avoir un retour sur investissement très court. Comme ça, lui, il aura le temps de profiter de la plus-value. D'accord? Un investisseur qui est là pour 6 mois ne va pas pousser pour des stratégies à très long terme qui vont amener le retour sur investissement dans 5 ans. Il ne pourra pas en profiter. Vous voyez? Par contre, un investisseur ou un actionnaire qui a un horizon de 10 ans, là, il peut pousser ou accepter des stratégies en recherche et développement, en innovation, qui vont nécessiter 3, 4, 5 ans avant que le produit soit mis sur le marché et le retour sur investissement va être récupéré. Vous voyez? Donc, cet horizon temporel, il va impacter l'horizon temporel des actionnaires, va impacter le type de stratégie qu'on mettra en place, en particulier en ce qui concerne l'innovation et la recherche et développement. Et quand on regarde les investisseurs, les types d'actionnaires, on va trouver, ça c'est tous les types d'actionnaires sur l'axe horizon temporel, donc l'axe temps, avec un log, transformation logarithmique. Bien sûr, les actionnaires qui sont là le plus longtemps, c'est les investisseurs familiaux. Si par exemple l'entreprise est familiale, d'accord? Il y a le fondateur qui crée l'entreprise et son objectif, c'est de prospérer cette entreprise et de la transmettre à ses enfants. Dans ce cas-là, l'actionnaire, il a un horizon temporel très lent et il peut mettre en place des stratégies sur le long terme. D'accord? D'accord. Professeur, il y a une question qui concerne les entreprises familiales. Donc, dans le cadre des entreprises familiales, quels sont les mécanismes de gouvernance les plus efficaces? Ok, je vais répondre à cette question dans quelques minutes. D'accord? Ça sera une fois on a mis les bases, les paramètres de décision pour les entreprises familiales, comment ils prennent leurs décisions. Là, on parlera des mécanismes. Je vous promets que je le fais. Donc là, l'actionnaire qui a l'horizon temporel le plus lent, c'est l'investisseur familiaux. Il y a des investisseurs qui ont un horizon temporel plus court. Par exemple, ce qu'on appelle private equity, le capital investissement. Donc, ce sont des fonds qui investissent dans des entreprises non cotées. Donc, moi, comme l'exemple que j'ai donné, je vais créer mon entreprise, j'ai un private equity qui rentre dans mon capital,
il va m'aider. Ce sont des fonds, des investisseurs spécialisés dans les startups, dans la création d'entreprises. Il sera là pendant 3 à 5 ans. Après 3 à 5 ans, l'entreprise, elle va vraiment, si tout va bien, marcher sur ses pieds, vraiment être plus solide. Et là, ils vont choisir la sortie. Et cette sortie peut être une introduction en bourse ou tout simplement une transaction. Eux, ils restent entre 3 et 5 ans. Et c'est pour ça que ici, on voit 2 c'est court, hein, ça dépend de l'industrie, mais en général entre 3 et 5 ans. D'accord? Donc eux, ce qui les intéresse, c'est que l'entreprise, dans les 5 premières années, ou à la 5e année, atteigne le maximum en termes de performance, en termes de rendement. Comme ça, eux, ces fonds, quand ils sortent, ils vont faire un cash out important. Le cours de l'action de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise va être vraiment maximale. Et là, ils vont sortir. Ça les intéresse pas que le top soit de rendement soit à 7 ans, 8 ans. Eux, dès le début, ils disent, je suis à 5 ans. Donc, la stratégie qui est mise en place va être une stratégie qui atteindra le maximum dans 5 ans, pas plus. Donc, vous voyez là, ce type d'actionnaire met une contrainte sur le type de stratégie qu'on mettra en place. Et c'est ça le lien entre la gouvernance par le pilier actionnaire a une influence sur la stratégie. Ok? Alors, on a d'autres types d'actionnaires. On a les investisseurs institutionnels. Ça, c'est les fonds de gestion et de placement. On a les fonds de pension qui gèrent les retraites, qu'ils soient publics ou privés. On a les banques, on a les compagnies d'assurance aussi, qui sont actionnaires dans des entreprises. Et eux, leur horizon temporel, normalement, est plus court. Parce que le gestionnaire de fonds veut gagner de l'argent, mais il veut que son portefeuille soit valorisé. Et donc, en général, il a intérêt à faire des transactions, à acheter, sortir, rentrer d'une manière régulière. Et donc, en général, c'est entre 1 an et 4 ans ou 5 ans l'horizon temporel. Donc, lui, comme actionnaire, il va pousser vers un type de stratégie qui correspond à cet horizon temporel. Pas plus court, pas plus long. On a les hedge funds, qui ont un autre type d'actionnaires. Ça, c'est les cow-boys des actionnaires. C'est des actionnaires très, très agressifs, qui sont là pour une courte durée. Et là, ils sont là pour faire des changements massifs dans la stratégie de l'entreprise et dans l'objectif d'avoir un rendement très court terme. Très, très court terme. Donc, moins d'1 an. Hein, en général, ils veulent virer le dirigeant, le remplacer et faire en sorte que l'entreprise maximise son rendement à court terme, mais pas à long terme. C'est ça le problème avec les hedge funds, c'est qu'ils poussent à une rentabilité forte à court terme au détriment du long terme. Hein, parce que c'est facile pour une entreprise, c'est relativement facile de prendre des décisions qui maximisent le rendement à court terme en négligeant les investissements en recherche-développement, en innovation, en infrastructure. Ça va systématiquement améliorer les ratios financiers. Mais sur le long terme, l'entreprise n'aura plus de compétences. D'accord? Alors, le cas extrême, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de trading. Ça, c'est des achats et ventes qui sont faits par l'intelligence artificielle aujourd'hui, par des ordinateurs. Donc, dès que le cours d'action atteint un seuil, hop, on vend. S'il descend en dessous d'un autre seuil, on achète. Et dans ce cas, on peut même garder des actions pendant quelques minutes ou quelques secondes, techniquement. D'accord? En général, ces actionnaires-là sont des actionnaires passifs. Ils sont pas présents au conseil d'administration et ils n'influencent pas la stratégie d'entreprise. Donc, vous voyez là, le fait que qu'on ait plusieurs types d'actionnaires, que leur horizon d'investissement n'est pas le même, va faire en sorte que chaque type d'actionnaire va pousser vers des stratégies différentes. Hein? Et
en tant que CEO, de dirigeant, nous, en tant que membre du conseil d'administration, ça peut nous mettre dans des situations compliquées et complexes. Pourquoi? Parce que si on a en même temps des actionnaires familiaux qui veulent du long terme, et en plus on a des fonds de pension court-termistes qui aussi rentrent dans le capital et sont dans le conseil d'administration, on peut arriver à des logiques contradictoires au sein de l'entreprise, d'accord, qui vont impacter d'une manière significative la stratégie de l'entreprise. D'accord? Ça, c'est le premier point. Nour, j'ai pas oublié votre question. Je vais y arriver juste après avoir parlé du risque. Alors, ça, c'est l'horizon d'investissement. Alors, le deuxième élément, c'est l'aversion au risque. Les actionnaires que je vous ai montrés ici n'ont pas le même appétit au risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, les investisseurs familiaux. Ce sont des actionnaires en général qui n'aiment pas prendre beaucoup de risques. Pour la simple raison que, pour utiliser le DASH, ils ont mis tous les œufs dans le même panier. En général, la famille, tout son argent, elle le met dans cette entreprise-là. Et si on fait une stratégie risquée, prendre une stratégie risquée à l'entreprise, la probabilité de faillite augmente. Plus le risque augmente, plus la probabilité de faillite augmente. Elle va perdre tout l'argent de la famille. C'est un problème. Comparé, par exemple, à des fonds de pension ou des fonds d'investissement institutionnels qui, eux, dans leur portefeuille, ils ont un portefeuille très, très diversifié. Ils investissent dans des centaines, des milliers d'entreprises. Donc, certaines entreprises dans leur portefeuille peuvent prendre beaucoup de risques, et si elles font faillite, c'est pas grave. Il y a d'autres actions dans leur portefeuille qui vont soutenir ce portefeuille. Quand vous diversifiez votre portefeuille, vous avez la capacité de faire face à un risque plus élevé. Alors que si vous mettez tous les œufs dans le même panier, et vous prenez beaucoup de risques, et que ça marche pas, là on a tout perdu. D'accord? Donc vous voyez par exemple ici, on peut pas demander à une entreprise familiale de mettre en place des stratégies risquées. En général, on veut prendre des risques calculés, limités. Et par conséquent, risque limité veut dire une performance moyenne, pas très élevée. Alors que pour les investisseurs institutionnels et les hedge funds, eux, ils veulent des rendements très élevés. Ils veulent du 15, du 20, du 25% et plus. Et le seul moyen de le faire, c'est de mettre en place des stratégies d'entreprise très risquées, qui vont permettre et eux, ils n'ont pas de problème avec ce niveau de risque, parce qu'ils ont un portefeuille très diversifié. D'accord? Et là, je précise, on parle de risque, business risk, donc le risque opérationnel, et non pas le risque financier. D'accord? Donc c'est le risque qui est associé aux opérations d'entreprise, c'est le risque qui est associé au changement, par exemple dans la concurrence, dans la demande, etc. Le risque financier, c'est autre chose. C'est le risque, par exemple, associé au taux de change. Si vous achetez des matières premières, vous vendez à l'extérieur, des droits de douane, ce qui est un sujet important aujourd'hui. Donc, il y a une différence. Je parle du risque qui est lié aux opérations. D'accord? Et même si on considère juste des personnes, des individus, il y a des personnes qui aiment le risque et pas. Et là, par exemple, si vous posez la question à une personne, est-ce que, entre deux options, si je vous donne $100 certains aujourd'hui, ou bien je vous donne $200 aujourd'hui, mais à 50% vous avez $200 et 50% vous avez 0. Donc une chance sur deux, vous prenez une chance sur deux, on fait un saut et il y a des gens qui vont vous dire non, je veux $100 certains et je suis tranquille.
Il y a d'autres qui vous disent non, je prends le 50% d'avoir 200 $. Les deux alternatives ont une espérance mathématique de 100 $. Les deux, le premier c'est 100 $ sûr, et la deuxième alternative c'est 200 $ fois 0,5, qui est la probabilité, plus 0 fois 0,5, c'est 100 $. Donc les deux ont la même espérance mathématique. Mais il y a des gens qui veulent non, je veux être certain. Comme on dit في تونس, comment dire, عصفور في يدي خير من زوز فوق الشجرة ولا حاجة كيما هكا. عصفور فوق الشجرة. فوق عصفور en tout cas, فهمتوا le sens. Et d'autres ils disent non, je veux le 200 $, même si il y a 50%. D'accord? Et là, ça va impacter bien sûr la stratégie de l'entreprise. Ce niveau de risque va impacter d'une manière significative la stratégie. Donc, vous voyez, on ne peut pas appliquer la même stratégie à toutes les entreprises. Toutes les entreprises ne peuvent pas avoir la même stratégie. Il n'y a pas une stratégie idéale, type, que tout le monde doit trouver et mettre en place. La stratégie doit être sur mesure et elle doit être compatible avec la gouvernance de l'entreprise, et en particulier cette gouvernance qui nous intéresse ici, c'est le type d'actionnaire dans l'entreprise. D'accord? Et là, c'est les deux éléments qui vont, quand je demande à mes étudiants au début du cours, dans le slide que je vous ai montré tout à l'heure, quand ils vont commencer à gérer l'entreprise et avant même ça, à définir la stratégie de l'entreprise, la première chose que je leur dis, qui sont identifier les actionnaires de votre entreprise? Est-ce que vous êtes une entreprise familiale? Est-ce que vous êtes une entreprise qui est gérée par un fonds d'investissement? Est-ce que vous êtes une start-up? Cette définition-là du début, cette précision, va impacter leur stratégie et donc la performance et le flux du cash qui va arriver. D'accord? Et ça, c'est important. Ok? Est-ce qu'on a d'autres exemples, d'autres questions à part la question de Nour? Non? Ok. Et donc, si on regarde ce cas-là, Nour, pour les entreprises familiales, on peut prendre deux conclusions. Un, ils ont un horizon temporel qui est lent, un long terme, hein, donc 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et ce sont des entreprises qui n'aiment pas beaucoup le risque. D'accord? Et donc, quand on parle de gouvernance, j'ai des slides tout à l'heure sur le conseil d'administration, etc. Le premier mécanisme qui est important dans une entreprise familiale, c'est le conseil d'administration. Hein? Ce conseil d'administration va faire en sorte que la famille, déjà, n'abuse pas dans cette aversion au risque et dans les investissements en termes par rapport aux autres actionnaires, hein, parce que dans les entreprises familiales, très souvent, on a d'autres types d'actionnaires. La famille n'est pas seule. Et donc, il faut garder les équilibres entre les deux, hein, parce que certaines entreprises familiales, avec leur horizon temporel, ils ne pensent que dans 10 ans ou 20 ans. Mais s'ils ne pensent pas au présent, l'entreprise ne sera pas là dans 10 ans ou 20 ans. Il faut équilibrer, balancer, entre guillemets, les investissements à court terme et long terme. Et là, c'est le conseil d'administration, s'il incorpore des administrateurs indépendants par rapport à la famille, là, ces entreprises familiales peuvent être plus efficaces. D'accord? Alors, parce que ce qu'on observe empiriquement, c'est que, par exemple, si on prend des entreprises, des startups qui viennent d'être créées, et on les suit sur une période de 10 ans, on va voir que au début, les deux types d'entreprises vont croître de la même manière, donc on va une croissance comme ça, et après 5-6 ans, l'entreprise familiale va ralentir, donc elle va stagner en termes de croissance, alors que l'autre entreprise va continuer sa croissance. D'accord?
Et pour une raison simple, c'est lié au risque dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi la croissance forte de une entreprise nécessite un financement. Et ce financement, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de l'endettement bancaire, il vient aussi des actionnaires. Et donc, au fur et à mesure qu'on a besoin d'argent pour croître, il faut intégrer de nouveaux actionnaires. En intégrant de nouveaux actionnaires, le capital va être dilué. Le pourcentage détenu par la famille va diminuer. Et si on continue, là, la famille ne détiendra plus le contrôle, elle n'aura plus que 50%. Et là, en général, ce qu'on observe, c'est que les familles bloquent la croissance. Ils disent, j'ai pas besoin de croissance si elle va me faire perdre le contrôle de l'entreprise, l'actionnariat, le contrôle, les droits de vote de l'entreprise. Et donc, on freine la croissance. Alors que dans les autres entreprises, qui sont contrôlées par des private equity ou des fonds de pension, ils n'ont pas ce problème de contrôle. Personne ne veut garder le contrôle de l'entreprise. Tous les actionnaires veulent avoir juste plus de rendement. Donc, l'entreprise va continuer à croître. Vous voyez, donc, la gouvernance de l'entreprise familiale nécessite une stratégie spécifique et elle va dicter une croissance des rendements, donc une performance vraiment spécifique. Et il ne faut pas tomber dans l'erreur de comparer la performance de deux types d'entreprises juste en vous basant sur le ratio de rendement ROA ou ROE. Parce que si deux entreprises, par exemple, une entreprise qui fait 15% et une familiale qui fait 15% et une entreprise qui est contrôlée par un fonds qui fait 18%, on peut pas conclure que celle qui fait 18% est meilleure que celle qui a fait 15%. L'entreprise familiale a fait 15% avec moins de risques que l'autre qui a fait que 3% de plus avec beaucoup de risques. Donc quand on compare la performance de deux entreprises, il faut intégrer aussi le niveau de risque qui a été pris par l'entreprise. Il faut pas juste comparer la croissance du chiffre d'affaires ou comparer le ROA ou le ROE. La volatilité, qui est la mesure du risque, est un indicateur qui est très important. Non Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, professeur. Donc, nous avons reçu d'autres questions. Donc, quel rôle jouent les comités spécialisés dans la limitation des conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration? Ok. Il y en a une autre question par la suite. Ok. Alors, Jalel aussi nous pose la question, quels sont les indicateurs concrets à surveiller pour évaluer si la gouvernance d'une entreprise est saine? Alors, Jalel, dans la gouvernance d'entreprise, il y a trois piliers importants. Le premier pilier, c'est les actionnaires. Le deuxième pilier, c'est le conseil d'administration. Et le troisième pilier, c'est l'équipe dirigeante. D'accord? Le slide suivant, il traite de ce problème. Parce que on a parfois des conflits d'intérêts entre les dirigeants de l'entreprise et les actionnaires de l'entreprise. Ces conflits d'intérêts, on les voit surtout quand c'est pas la même personne. Par exemple, si c'est une entreprise familiale qui est détenue par la famille et dont le directeur général, le PDG, est membre de la famille, il n'y a pas beaucoup de conflits d'intérêts entre les deux parce que ils gèrent leur argent, entre guillemets. S'ils font bien et ils ont un rendement élevé, c'est bien pour eux. S'ils font pas un bon travail, ils vont perdre leur argent à eux. D'accord? Le problème se pose quand il y a une séparation entre l'ownership, c'est-à-dire la propriété de l'entreprise, et le management de l'entreprise, et la gestion de l'entreprise. Si par exemple une entreprise familiale recrute vous recrute vous, qui n'appartenez pas à la famille, pour diriger cette entreprise. Et là, dans certaines situations, je vais donner un exemple tout à l'heure dans les diversifications, il peut y avoir un conflit. Et donc, c'est le rôle du conseil d'administration qui est au milieu, et les comités qui sont dans ce conseil d'administration, de faire en sorte de surveiller que ces conflits d'intérêts soient traités, soient limités. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait en général?
on met des administrateurs qui sont indépendants, donc qui n'appartiennent pas à la famille, par exemple. D'accord? Et qui n'ont pas des intérêts communs avec la famille ou même dans l'entreprise. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va éviter les administrateurs qui sont en même temps exécutifs. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre mon directeur financier comme administrateur. Parce que ce directeur financier, c'est moi qui l'ai nommé comme directeur financier, et s'il voit quelque chose qui n'est pas correct, il va avoir du mal à challenger le dirigeant, le CEO, le PDG. Parce que s'il le fait, le CEO peut le virer le lendemain. D'accord? Donc, il n'a pas la capacité de bien surveiller le dirigeant. Alors, autre chose, c'est qu'on va essayer de limiter le nombre des administrateurs dans le conseil d'administration. Ce qu'on a observé, c'est que plus le nombre augmente, plus les discussions, le pouvoir, etc. est dilué, et plus le chairman, qui est le PDG, le président du conseil d'administration, prend le pouvoir en main, et donc les administrateurs vont avoir moins de latitude pour surveiller le dirigeant. Donc, on va essayer de réduire la taille du conseil d'administration. D'accord? Alors, cette réduction, elle a des inconvénients, hein, parce qu'en général, nous, dans le conseil d'administration, on veut avoir des administrateurs qui peuvent apporter des ressources, des compétences, un réseau, un savoir-faire, une expérience. Donc, on a intérêt à amener beaucoup de gens. Mais si on le fait en termes de surveillance, il y a un coût qui est négatif, qui est pas bon. D'accord? Donc, ce qu'on fait aussi, c'est que la rémunération du dirigeant, le package qu'il a, va incorporer une partie qui est variable, non seulement le salaire, mais le bonus et les stock options. Le bonus, c'est une partie variable qui va varier en fonction du résultat de l'année dernière, hein, du court terme de l'entreprise. Les stock options, c'est en fonction du résultat à long terme de l'entreprise, dans 3 ans ou 5 ans, quand les stock options pourront être exercées. Et donc, en mettant dans la rémunération du dirigeant des bonus et des stock options en particulier, hein, on va le pousser à faire des investissements, non seulement pour le court terme, mais surtout pour le long terme. Et c'est pour ça que dans les entreprises de haute technologie, par exemple l'aviation, pharmaceutique, etc., ou Facebook, Instagram, tous ces types d'entreprises, vous allez trouver que on utilise beaucoup les stock options. D'accord? Donc, composition du conseil d'administration, taille du conseil d'administration et la rémunération, la structure de rémunération du dirigeant vont impacter l'efficience, entre guillemets, de la gouvernance d'entreprise. Donc ça, c'est pour la question de GLL. Alors pour Nour, quel rôle jouent les comités spécialisés dans les limitations des conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration? Alors, dans le conseil d'administration, on peut retrouver plusieurs comités. Il y a des comités obligatoires, par exemple, comité d'audit obligatoire. Mais on peut retrouver des comités de rémunération. On peut retrouver des comités stratégiques. Alors, rémunération, c'est un comité qui va définir la composition et la structure de la rémunération du dirigeant. Tout à l'heure, j'ai parlé de stock options et de bonus. Alors, dans ce comité-là, donc, il faudrait mettre des administrateurs qui soient vraiment indépendants du dirigeant. Parce que si c'est une entreprise familiale et le dirigeant, c'est le fondateur, et dans ce conseil d'administration, vous mettez le fils ou la fille du dirigeant, ou bien une personne qui a des intérêts communs avec le dirigeant, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc ça, c'est la rémunération. Le deuxième comité qui est important en gouvernance, c'est justement le comité de nomination. C'est un comité qui va identifier les nouveaux administrateurs qui vont arriver et aussi le dirigeant si on veut le changer.
identifier le nouveau dirigeant, le nouveau PDG, ils vont mettre en place. Eux aussi, par exemple, dans la nomination des administrateurs, il faudrait qu'ils soient indépendants, parce que s'ils sont pas indépendants, ils vont mettre nommer de nouveaux administrateurs qui ne sont pas indépendants et qui vont pas faire leur travail d'une manière efficace. Alors, Ahmed, est-ce qu'un dirigeant fortement averse au risque peut freiner le développement stratégique d'une entreprise, même en présence d'opportunités majeures? Oui, Ahmed, bien sûr. Bien sûr. Les opportunités, regardez, il faut regarder ça de la manière suivante. Pour une entreprise, il y a toujours des opportunités, des risques et des opportunités. D'accord? Ces opportunités, on peut les identifier. Mais l'entreprise peut identifier des opportunités, mais elle va pas essayer de les atteindre. Elle va pas essayer de mettre en place une stratégie pour les atteindre. Pourquoi? Parce que ces opportunités, soit elles sont trop risquées, et donc ce niveau de risque, il dépasse le seuil qui est accepté par la famille. D'accord? Soit ça nécessite un investissement, par exemple financier, qui dépasse les capacités de l'entreprise. Et là, on parle de l'aversion au risque financier. Ça va m'amener, par exemple, à gérer une dette très élevée. Ça va m'amener à gérer un risque de change très élevé. Et tout ça, l'opportunité, elle est là, et je vois qu'elle est très importante, mais je vais la laisser passer. Donc, un dirigeant, il peut identifier des opportunités, mais il ne doit pas, aller vers exercer toutes les opportunités-là. Il y a des opportunités qu'on identifie et on dit, c'est pas pour moi. Et les bons dirigeants, c'est ça. C'est les dirigeants qui identifient les opportunités et qui savent dire non aux opportunités. Même si elle va vous donner de la croissance, etc., mais elle peut vous mettre dans des situations vraiment difficiles. Hein, et en particulier, le cas d'école, c'est les startups, les petites entreprises là qui croient, qui voient plein d'opportunités et qui vont essayer de profiter de toutes les opportunités, et à un certain moment, ils n'ont pas les ressources financières de le faire, et hop, la bulle éclate et disparaissent. Ces entreprises, elles sont très nombreuses, hein, les startups, et c'est probablement la première cause de faillite de startups. Ce sont des startups qui n'ont pas fait une adéquation entre les opportunités d'affaires stratégiques et le financement. Parce que plus vous allez vers une croissance forte, plus vous avez besoin d'argent. C'est l'oxygène. Hein. C'est comme un sportif. Plus il court vite, plus il a besoin de globules blancs, plus il a besoin d'oxygène. S'il n'y a pas l'oxygène qui arrive, qui est l'argent, il va à un certain moment s'effondrer. Et donc, Ahmed, ça peut être lié au risque, mais l'idée c'est que pas toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Ça dépend de l'entreprise. Et là, on peut dire que les entreprises qui sont contrôlées par des fonds d'investissement ont un avantage majeur. Parce que le financement, il peut arriver facilement, et alors que pour les entreprises qui sont avec un capital fermé comme la famille, cet argent-là ne peut pas arriver. Surtout les familles, ils ont des problèmes avec les nouveaux actionnaires parce que ça dilue leur l'actionnariat, et aussi ils ont problème avec les banques. Ils veulent pas emprunter de l'argent des banques parce que ils ont peur des faillites ou des coûts financiers. Alors, si par exemple le problème avec les banques, c'est que si par exemple il y arrive le Covid ou bien un événement, une guerre, etc., et que le cours, la demande baisse, le marché s'effondre, là on se retrouve avec des frais financiers énormes qu'on doit payer, mais on peut plus payer parce qu'on fait plus le même chiffre d'affaires qu'avant. D'accord? Et donc là,
ces opportunités-là, il faut les laisser passer. C'est pas, il faut pas prendre des risques énormes. Ahmed Jalal et Nour, est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez une question supplémentaire? Avant que je passe. Pas pour le moment, je pense. Pas pour le moment, ok. Je termine les 5-10 minutes qui restent avec 2 slides. Donc, moi, je vous ai parlé ce matin pour moi et cet après-midi pour vous, du lien entre gouvernance et stratégie. Et là, vous avez bien compris que il faut qu'il y ait une adéquation, un fit entre les deux. D'accord? Alors, la gouvernance, quand on regarde un peu la définition, on a des définitions purement financières. Par exemple, Fama et Jensen. Fama, c'est le prix Nobel d'économie. Donc, en finance, on définit la gouvernance d'entreprise comme étant la séparation entre la propriété, je vous ai parlé, l'actionnariat et le contrôle. D'accord? En établissant des mécanismes permettant de résoudre les conflits d'intérêts entre les actionnaires et les dirigeants. Je vous ai parlé de ce type de conflit. Alors, l'approche un peu plus management incorpore non seulement l'aspect financier, et surtout les actionnaires, mais elle incorpore aussi les autres parties prenantes et met l'accent sur la responsabilité sociale et stratégique de l'entreprise. Donc la responsabilité de l'entreprise n'est pas seulement de rémunérer les actionnaires en contrepartie du risque qu'ils prennent et de l'argent qu'ils investissent dans l'entreprise, mais aussi la responsabilité de l'entreprise, c'est de créer de la valeur sociale et environnementale et stratégique. D'accord? Alors, et je terminerai avec ça, un exemple qui illustre les conflits d'intérêts entre actionnaires et dirigeants en ce qui concerne, par exemple, la diversification. Une entreprise peut, par exemple, une entreprise qui fabrique des ordinateurs, elle peut tout d'un coup décider de fabriquer des montres, par exemple. D'accord? Et là, il s'agit d'une diversification, c'est-à-dire on va entrer dans un nouveau secteur, une nouvelle industrie. Alors, cette diversification peut créer de la valeur pour l'entreprise, peut générer de la valeur et peut aussi détruire de la valeur. D'ailleurs, empiriquement, quand on regarde les études, la majorité des diversifications détruisent la valeur pour l'entreprise. Ok? Pour l'entreprise. Mais les dirigeants, les CEOs, les PDG le font quand même parce que ça leur arrange eux, ça arrange leurs intérêts à eux. Je vous donne un exemple. Imaginons, moi, je suis le PDG d'une entreprise qui fait des ordinateurs et je décide de faire fabriquer par mon entreprise des montres. Je sais pertinemment que cette diversification ne va pas créer de la valeur. Elle ne va pas améliorer la performance de l'entreprise. Mais je vais le faire quand même. Pourquoi? Parce que ça va maximiser mes intérêts à moi. Et là, on parle de motivation managériale et non pas de motivation stratégique pour la diversification. Et pourquoi je le ferai? Je le ferai par exemple pour augmenter ma rémunération. Parce qu'on sait que la rémunération d'un dirigeant, en général, elle dépend de la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus son chiffre d'affaires est élevé, plus le salaire du dirigeant est élevé. D'accord? Donc moi, je peux engager mon entreprise dans une diversification pour fabriquer des montres. Ça va faire augmenter le chiffre d'affaires de mon entreprise, donc augmenter mon salaire, mais ça va détruire de la valeur pour mon entreprise. Donc, pour moi, ça marche, parce que je vais augmenter mon salaire, mais pour l'entreprise, ça marche pas. Donc là, s'il n'y a pas un conseil d'administration efficace, des comités dans le conseil d'administration qui font bien leur travail, ce dirigeant-là, il va faire la diversification, qui va profiter à lui, mais pas à son entreprise.
Hein. Donc vous voyez une ici on illustre un non-alignement des intérêts entre les actionnaires et les dirigeants. Par exemple, il y a les motivations, une autre raison qui pourrait expliquer ce comportement, ce qu'on appelle le capital humain. D'accord? Par exemple, moi, si je fais cette diversification, sur mon CV, je vais écrire, on va voir que je suis expert, en guillemets, où j'ai mené une diversification 1, et que je sais gérer les entreprises qui font des ordinateurs et des montres, les deux. Comparé à un autre dirigeant qui spécialisait que dans une seule industrie, moi, mon capital humain, sur mon CV, j'aurais rajouté une ligne importante. Donc ça fait mon intérêt. Mais encore une fois, pas l'intérêt de l'entreprise. Vous voyez? Bien sûr, ça va augmenter mon pouvoir, mon prestige. Les gens vont parler de la diversification, etc. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple de diversification qui découle non pas d'une motivation de améliorer la performance de l'entreprise, mais une motivation personnelle aux dirigeants. Et ce conflit d'intérêts, si le conseil d'administration ne fait pas son travail, va créer des problèmes. Il va laisser le dirigeant augmenter son capital humain, augmenter sa rémunération, son pouvoir et prestige, et en même temps, il ne va pas augmenter le rendement pour l'entreprise. Et donc, le rôle de la gouvernance, à travers le conseil d'administration, c'est de régler ce problème. D'accord? Donc, le conseil d'administration règle ces problèmes-là, fixe le niveau de risque, l'horizon temporel, etc., des investissements majeurs. Et après, avec ces informations-là, le dirigeant va mettre en place sa stratégie. L'idée que quand on recrute un nouveau PDG, il commence par une page blanche et il peut faire ce qu'il veut, c'est un mythe, c'est pas ça. Quand une grande entreprise recrute un dirigeant, ce dirigeant reçoit du conseil d'administration les informations qui concernent la gouvernance de l'entreprise et donc le type de stratégie, le niveau de risque, l'horizon temporel et donc le type de stratégie qu'il va mettre en place. On ne peut pas faire n'importe quelle stratégie dans n'importe quelle entreprise. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, le professeur. Donc, Salma, est-ce que vous pensez que le rebranding d'une entreprise peut être considéré comme un risque? Alors, un rebranding est toujours risqué. Toujours risqué. D'accord? Mais parfois, on doit le faire. Par exemple, imaginons une entreprise qui a eu un accident important ou qui a tué, je ne sais pas, par exemple une entreprise pétrolière qui a eu une fuite majeure de pétrole dans l'océan, ça a impacté sa réputation, son image. En général, ce qu'on fait, c'est on change de marque, on fait un rebranding, d'accord? Il y a une entreprise, par exemple ici au Canada, très grande entreprise, qui s'appelait SNC Lavalin, qui est une des 10, qui est toujours une des 10 plus grandes entreprises au Canada, et qui a eu on a découvert des problèmes de corruption dans cette entreprise, en particulier avec les opérations en Libye. Ça fait un scandale énorme, et l'entreprise a été obligée de changer son nom pour justement échapper un tout petit peu à cette mauvaise publicité. D'accord? Donc, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à faire du rebranding. Maintenant, c'est une nouvelle marque et donc il y a beaucoup de travail à faire. On ne peut pas prendre pour acquis que ça va fonctionner. Une marque qu'on a mis des années et des années, des générations peut-être à mettre en place, si c'est une bonne marque, ça nous prendra du temps pour faire une autre.
Donc il y a des risques, mais parfois on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Salma, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous avez une autre liée? En fait, Non? Ok. j'ai une question. Oui. Donc, pour la partie de la RSE que vous avez mentionnée, particulièrement, je travaille sur la RSE et on va dire parmi les soucis que je rencontre avec les dirigeants, c'est, on va dire, qu'ils sont sceptiques par rapport à cette approche-là, par rapport à cette orientation. Et du coup, j'aimerais savoir comment la gouvernance peut-elle intégrer les enjeux de la responsabilité sociétale sans compromettre la performance financière. C'est toujours le souci des dirigeants. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est une question vraiment importante. Il faudrait intégrer ces dimensions RSE dans la gouvernance, en particulier dans le conseil d'administration. Et là, par exemple, on voit ici en Amérique du Nord, dans toutes les entreprises cotées, vous avez un comité au sein du conseil d'administration qui s'intéresse aux dimensions RSE. D'accord? Alors, les entreprises vont vraiment investir dans la RSE quand ils vont voir que ça va impacter la performance de ces entreprises-là. D'accord? Et pour que les clients voient que l'entreprise ait fait un effort en RSE ou pas, il faut plusieurs facteurs. Par exemple, il faudrait que la presse, la télé, les gens manifestent quand une entreprise fait de la bonne RSE ou bien ne fait pas de la bonne RSE. Donc, il faudrait qu'il y ait une pression, une couverture des médias, de la presse, de toutes les parties prenantes, du gouvernement, de toutes les parties prenantes, qui vont faire en sorte que cette problématique de RSE soit perçue comme importante, et aussi que les mauvais élèves en termes d'entreprise soient sanctionnés si c'est pas le cas. Je pense que c'est illusoire, entre guillemets, d'attendre que les entreprises eux-mêmes s'intéressent aux dimensions RSE. Parce que cette dimension RSE, parfois, entre en conflit avec leur business model de ces entreprises-là. Vous voyez, une entreprise pétrolière, par exemple, on ne peut pas lui demander de le faire elle-même, par exemple, de s'engager dans une RSE très, très activement, pour résoudre un problème qu'elle crée elle-même. C'est aller au Texas demander ça marche pas. Et en plus, là, maintenant, avec les changements politiques, de réglementation, par exemple, aux États-Unis, là, on revient complètement en arrière. Complètement en arrière. Donc là, tout ce qui est RSE, etc., on peut oublier. Donc, il faudrait qu'il y ait des parties prenantes qui fassent une pression forte sur les entreprises pour qu'ils intègrent ces dimensions-là. Faut pas attendre, si on attend que les entreprises le fassent eux-mêmes, ça va être compliqué. Maintenant, c'est au sein du comité de gouvernance, au sein du conseil d'administration, que normalement, le travail est fait pour intégrer ces dimensions-là. Hein? En général, les entreprises ce qu'elles font, c'est plutôt prendre des initiatives RSE pour dire je fais quelque chose et non pas attaquer le problème comme il faut. Oui, tout à fait. On va dire c'est il y a une pression pour s'aligner avec les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, si on va faire ces actions-là, on va opter pour ces initiatives, pas vraiment en termes de objectifs ou bien de vision de l'entreprise, mais pour dire que tiens, on est dans la chose. Donc, c'est ça. Il faut que la pression vienne de l'extérieur. Bien sûr, il y a des pressions. Par exemple, la Tunisie, elle a signé
tous les protocoles qui sont faits pour réduire justement les émissions dans l'air, etc. Et donc, elle a fixé des objectifs. Et ces objectifs, il y a une loi qui force les entreprises de réduire ces émissions-là. Mais vous voyez, ça c'est un exemple d'une pression qui vient de l'extérieur de l'entreprise. C'est pas le dirigeant qui va dire ah moi je suis. Vous pouvez trouver des dirigeants qui sont sensibles, mais c'est 1 sur 1000. Oui, tout à fait. Faut que la pression vienne de l'extérieur, jusqu'à ce que, par exemple, comme dans les pays scandinaves, tous les gens soient conscients qu'il y a un problème, et là, tout le monde, ça devient intégré à toutes les dimensions. Toutes les dimensions. Moi, j'ai vécu à Copenhague, au Danemark. Au Danemark, les gens font attention à ces dimensions-là d'une manière naturelle. Parce que dès le jeune âge à l'école, ils font ça. D'ailleurs, j'ai passé ces années avec un vélo. J'ai laissé ma voiture à Lyon et j'ai passé ces années en vélo. Et on vit bien à Copenhague en vélo, sans aucun problème. Mais il faut une organisation, bien sûr. Il faut un support. Il faut des pistes cyclables. Il faut des incentives, comme on dit, des motivations qui soient claires. Oui, tout à fait. Merci pour votre réponse. De rien. Alors, Marwa pose une question. Dans quelle mesure la gouvernance d'entreprise peut-elle être un levier de résilience dans un environnement incertain et perturbé? Alors, elle peut l'être, Marwa, dans le cas par exemple, encore une fois, du conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, on retrouve des administrateurs. J'ai dit tout à l'heure et j'ai insisté que leur rôle, c'est de contrôler, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les actionnaires et les dirigeants. Mais leur rôle aussi, c'est d'apporter de l'expertise, un réseau, un capital humain, un capital social, des connaissances à l'entreprise. D'accord? Et toutes ces ressources vont aider l'entreprise à avoir plus de résilience dans un environnement qui change. D'accord? Et c'est pour cette raison que, par exemple, dans les conseils d'administration des entreprises canadiennes ou américaines, par exemple, on trouve des anciens présidents ou des anciens ministres. Parce que eux, ils ont un carnet d'adresses, des connaissances, des liens avec le gouvernement qui peuvent aider une entreprise qui a ses contrats, ces contrats qui sont exclusivement en majorité avec le gouvernement. On a besoin au sein du conseil d'administration de ce genre de compétences. D'accord? Et donc, on peut avoir des banquiers dans le conseil d'administration pour justement nous aider à gérer ou à établir des liens avec quand on a des problèmes de financement. Donc, le levier là de résilience, on peut avoir par exemple aussi au sein du conseil d'administration un administrateur qui représente un partenaire, une entreprise qui est américaine ou canadienne ou italienne avec laquelle on travaille. Donc tout cela, si on amène cet administrateur-là dans notre entreprise, on réduit un peu l'impact des fluctuations majeures dans l'environnement en apportant une ressource. Ok, Marwa, est-ce que c'est clair? Bon, je pense Ok. que c'est Ok. Oui, parfait. parfait. D'accord, donc il n'y a plus de questions. Ok. Donc, J'espère que ce masterclass court vous a été utile. J'espère, moi je serai l'année prochaine, mois d'avril, à Tunis pour enseigner le cours, la direction générale, la simulation, etc.
Et si vous êtes intéressé par le programme, j'espère vous retrouver au mois d'avril prochain, au module 4, je pense, pour ce cours. Merci infiniment, professeur Guedri, pour cette intervention inspirante. Avec plaisir. En information, franchement, un sujet, une thématique très importante, essentielle. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, ce qui importe pour un dirigeant, ce n'est plus seulement d'avoir des ressources financières importantes, mais plutôt c'est de savoir comment piloter l'entreprise, quelle stratégie mettre en œuvre, est-ce qu'il est, on va dire, dans une vision court-termiste ou bien long-termiste, comme vous venez de dire, dans quelles conditions déployer ces stratégies-là. Donc, on sait très bien que les entreprises évoluent dans un environnement incertain, constant transformation. Donc, il y en a plusieurs aléas qu'il faut prendre en considération. Et c'est là que la gouvernance d'entreprise prend son sens, en permettant, on va dire, de faire les bons et les meilleurs choix pour l'entreprise en fonction de plusieurs facteurs. Donc, chère audience, j'espère que vous avez bénéficié de cette intervention et de cette thématique-là. Donc, aujourd'hui, vous venez de voir, on va dire, un avant-goût concret de l'expérience d'apprentissage qui vous attend dans notre programme Executive MBA UQAM. Alors, je vous invite encore une fois de prendre rendez-vous avec notre bureau d'admission pour finaliser vos dossiers. Comme vous savez, les places sont limitées. Comme mentionné déjà, il y aura d'autres sessions masterclass prochainement. Donc, le prochain webinaire sera animé par professeur Naoufel Darfous de l'UQAM et portera sur la thématique commerce international. Je te tiens, tu me tiens. Ce sera mercredi 18 juin à 16h. Aussi, j'aimerais vous informer que nous sommes en train d'organiser une journée porte ouverte pour vous. Ça sera aussi pour le 20 juin à 15h. Donc, ça sera une opportunité pour poser des questions, pour comprendre encore en profondeur ce programme-là. Qu'est-ce que nous proposons? Et si vous avez des interrogations, des questions, cherchez à éclaircir, on va dire, des points. Donc, ça sera une opportunité pour vous. So, stay tuned pour la prochaine session de masterclass. Merci d'être venu, merci d'être là. Encore, professeur Guedri, je vous remercie énormément d'être parmi nous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans nos masterclass. Donc, chère audience, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous retrouver dans notre programme et au revoir et bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir.